9 €, c'est ça? Donc comme ça, ben, tu dis 99 au début, puis après tu dis 9 €. C'est toujours mieux, en fait. D'accord? Bon, allez les gars, c'est simplement pour qu'on vous ait en image, vous avez chacun le micro. Je vais vous raconter le travail un petit peu. C'est des genres différents. C'est fondamental. C'est la différence. Quand tu fais de requête, tu demandes à un juge, il a lu un jugement. Bonsoir tout le monde. Je voudrais féliciter et remercier Bonjour Christophe pour l'action qu'il vient de mener pendant ces 3 jours. Merci à tous les intervenants qui sont venus exprimer leur travail, ce qu'ils font, les papas, les mamans, on va citer aussi les grands-parents que l'on oublie très très souvent, parce que dans les procédures de séparation, d'arrachement des enfants, on ne pense jamais aux grands-parents. Malheureusement, ils sont là, ils pleurent, les petits-enfants également. Au même titre que les enfants et les parents. On les oublie tout le temps. C'est le lien parental, la famille, qui est complètement déchirée. On peut toujours dire que les grands-parents essayent de manifester leur droit à pouvoir voir leurs enfants. Ce droit-là n'est pas respecté, le tiers de confiance non plus, ce qui pourrait éviter malheureusement plus des 3/4 des enfants placés. Les décisions qui sont prises actuellement maintenant par l'ASE, on va dire que depuis que l'on fait acte de présence, oui, voilà. Voilà. Mais on essaie justement de se montrer au niveau de toutes ces institutions. On a été présent aux assises de Nantes qui sont spécialisées pour l'ASE. Il y a eu la juge, a dit qu'on ne rend pas les enfants. Voilà. Une juge a osé dire qu'il n'était pas là pour redonner les enfants. Donc, à partir de là, on a pu se révolter, entre parents, se réunir pour essayer de contrecarrer tout ce système-là. Nous avons pu découvrir, ne serait-ce que même aux assises de Nantes, il y a des syndicats, des gens au sein de la protection de l'enfance qui sont contre ce système-là. Eux, ils le dénoncent au effort comme nous, sauf que eux, c'est pour des intérêts, tout simplement. Maintenant, je vais vous laisser la parole à Patrick qui va vous expliquer exactement ce que l'on fait comme démarche. Bon, alors, donc ça fait 5 ans que j'ai créé un collectif qu'on appelle Action ou Vérité. Et au départ, à l'origine, c'était parce que j'étais tout seul, je ne comprenais pas ce qui m'arrive. J'ai rencontré une personne avec qui les choses ont changé, on va dire ça comme ça, et qui m'a fait, bah, tiens, pourquoi pas créer un collectif pour soutenir des parents, pour aider les parents. Et au fur et à mesure du temps qui passait, on s'est rendu compte, c'est là qu'on s'est vraiment rendu compte, à travers les dossiers des autres parents, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et ça m'a mis la puce à l'oreille à savoir pourquoi moi ça n'allait pas chez moi dans mon dossier, alors que je n'avais jamais fait de mal dans ma vie. J'étais devenu une personne dangereuse pour mon enfant, alors que je précise quand même que j'avais quand même 3 grands-enfants au préalable d'un mariage, dont ma fille aînée, à l'époque, avait 25 ans quand il y a eu Kimia qui est née d'une autre maman, bien entendu, de passage. Je rappelle quand même que je n'ai pas voulu me mettre avec une femme, j'ai fréquenté une femme intense soit peu, et 7 mois après notre séparation, j'apprenais que je devenais papa. Donc je n'ai pas de vie maritale avec cette femme, j'ai juste, on va dire, une enfant, je me suis battu et je me bats toujours à ce jour pour tout simplement pouvoir avoir des droits sur ma fille. Je dis bien. Donc, j'ai appris au fur et à mesure des dossiers que les parents qu'on essayait d'aider, qu'on soutenait, qu'on accordait beaucoup de temps au téléphone, qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas prouver chaque malversation de l'aide sociale à l'enfance, parce qu'on était persuadé qu'il n'y avait que des malversations. Ce n'était pas que des erreurs, c'était pas parce qu'un tel ou un tel, non. Il y avait derrière tout ça une vraie volonté absolue de créer des faux pour maintenir des enfants placés. Donc le collectif, au fur et à mesure des années, s'est rapproché d'autres personnes par la force des choses, comme on l'a fait aujourd'hui
enfin depuis quelques temps d'ailleurs avec Christophe, mais aussi d'autres personnes, d'autres intervenants. On connaît très bien Hélène Lombard, on connaît très bien Cathy, qui est présente, on connaît très bien Sandrine Paronto aussi, un ensemble de parents envers qui on a été à la rencontre, où on a pris les éléments, on a travaillé avec aussi des personnes comme Blanchard qui ont apporté beaucoup, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de ces gens-là, on supervise leur travail, et pourquoi pas on utilise les qualités qu'ils ont, puisqu'on n'a pas toutes les qualités, bien entendu, heureusement. Et au fur et à mesure, donc ce travail nous a plus qu'interpellés dans le sens où on s'est rendu compte qu'en fait, pour avoir les preuves, il fallait absolument, mais absolument, aller les chercher. Parce que même les avocats ne vous les donnent pas. Les avocats eux-mêmes jouent le jeu et laissent le juge pour enfants écarter des éléments qui pourraient tout simplement nous aider à avancer et pourquoi pas prouver qu'il n'y a pas lieu d'avoir un placement. Et comme la loi le dit, tout doit être mis en œuvre pour permettre le retour des enfants dans leur milieu familial. Dès le départ, tout doit être mené de façon à pouvoir, dans un premier temps, privilégier, je dis bien, les tiers de confiance, c'est-à-dire la famille, les grands-parents qu'il a cités, mais aussi les oncles et les tantes. Moi, quand on est venu chercher ma fille avec 3 policiers et 3 gendarmes, alors que je n'avais jamais rien fait de ma vie de mal, et je ne vivais pas avec la maman, je précise encore une fois, juste parce que la maman faisait des bêtises, le lieutenant, voilà, je cherchais le lieutenant de gendarmerie qui est venu chez moi avec les travailleurs sociaux pour prendre mon enfant, m'a demandé de venir juste après donc, que ma fille soit partie, de venir à la gendarmerie afin qu'il me donne quelques conseils. Et dans ces conseils, il m'a dit faites intervenir tout de suite les membres de votre famille qui pourraient accueillir votre enfant. Donc j'ai mis en place avec ma sœur, qui est millionnaire, qui est châtelaine, une de mes 2 sœurs, parce que les 2 sont millionnaires, je le précise au passage quand même, et donc une était châtelaine, avait vraiment tout le talent. Mais tout ce qu'il fallait pour accueillir mon enfant. En plus, elle était comme moi âgée, parce que je rappelle que j'ai eu mon 4e enfant à 48 ans, donc c'est pas non plus un âge où on va dire on est des jeunes parents, où on peut, enfin bref, sans expérience, n'est pas nickel. Ma sœur a fait donc tout un dossier avec les travailleurs sociaux, en bonne et due forme, c'est-à-dire ils sont venus chez elle, ils ont tout vérifié. Tout était parfait, il ne manquait rien. Il y avait tous les feux verts, mais je dis bien tous les feux verts, les accords, tout était bon, tout était signé. Les travailleurs sociaux ont fait venir dans leur bureau la mère de ma fille et lui ont dit, voilà madame, aujourd'hui, monsieur Tréquel, ce qu'il va faire avec sa sœur, c'est qu'il va nous faire mettre en psychiatrie, internée en psychiatrie, parce qu'elle avait déjà, avant que je la connaisse, elle était déjà rentrée 42 fois en psychiatrie pour des soins liés donc, au gros traumatisme qu'elle a vécu de violence avec son ex-mari, qui a vraiment été un homme très violent envers elle. Mais aussi, ils ont rajouté qu'avec ma sœur, donc j'allais tout faire pour la faire interner et que je partirais avec ma fille qui me Léa et que jamais plus elle ne verrait son enfant. La mère leur a dit, mais alors qu'est-ce que je peux faire? Et l'assistante sociale lui a dit, tout ce que vous pouvez faire, c'est faire un courrier au juge. Il vous suffit de lui dire que vous ne voulez pas que votre enfant aille chez sa tante, et dès lors, automatiquement, on arrêtera la procédure. Et c'est ce qu'ils ont fait. La mère de ma fille a fait une lettre. Il a suffi juste d'un courrier où elle dit, je ne veux pas que ma fille aille là-bas, après j'ai peur que sa tante prenne ma place, tout simplement. Et dès lors, plus rien. Ça, pourquoi je suis venu sur ce sujet aussi? C'est parce que c'est aussi pour prouver que dès qu'il part, quand on sollicite la famille, quand on demande des attestations sur l'honneur de la famille, moi j'en ai ramené 32 des attestations, je dis bien 32, du voisinage, de la famille, des services de police, de gendarmerie, des commerçants. 32 attestations. Des preuves, on va dire, comme quoi vous travaillez, des preuves comme quoi vous avez tout ce qu'il faut pour accueillir les enfants, des preuves comme quoi vous n'avez aucun problème dans votre vie. Tout ceci ne sert à rien. Mais vraiment rien, c'est du temps perdu parce que, quoi que vous apportez, rien n'est pris en considération par le magistrat et les travailleurs sociaux auront toujours la manipulation sur le deuxième parent, malveillant en tout cas,
ou en tout cas faible, fragile, comme l'était la mère de ma fille dans un premier temps. Il y a eu abus de faiblesse sur la personne de la mère de ma fille. Donc ça nous a ouvert des pistes. Des pistes, pourquoi? Ben pour aussi, sur le terrain, aller chercher des preuves. Et dès lors, on a commencé à travailler sur comment on peut faire pour obtenir des preuves, pour prouver que ce ne sont que des actes malveillants de la part des travailleurs sociaux. Et au fur et à mesure, on a grandi, on s'est rapproché de personnes. Le bonheur a fait qu'on l'a rencontré, comme on l'a rencontré pendant ces 3 jours, des personnes super intéressantes qui vont nous apporter quelque chose, à qui on va apporter quelque chose. Elles sont dans la salle, elles sont quelques-unes à être présentes ce soir. Donc, et le collectif, sa spécialité au fur et à mesure des années est devenue celle de, on va dire, détective privé. On va dire, on fait ce que la police et la gendarmerie ne peuvent pas faire. Tout simplement, pour rétablir la vérité, il faut savoir que tout est permis pour rétablir la vérité, jusqu'à aller filmer des juges chez eux. Ce sont des vérités qu'il faut que les gens connaissent. Il faut oser le faire, les filmer, faire tout ce que l'on peut, mais surtout, il faut faire attention quand on les diffuse. Il ne faut pas les diffuser n'importe quand. Il faut les diffuser au bon moment, quand ça passe en dossier en pénal. Si on les diffuse avant, elles sont rendues caduques. Faites attention quand on diffuse les preuves. On ne filme pas chez eux. On a le droit de filmer leurs extérieurs. C'est pas pareil. Hein? Il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas de violence de domicile. Je vais juste préciser le fait de ce que tu viens de souligner, Patrice, qui est très important, c'est-à-dire que la vidéo prise sans l'autorisation de celui qui est filmé, parce que normalement c'est illégal, n'est possible devant une juridiction qu'en droit pénal. Voilà. Oui, attends, et donc c'est pour ça. On allait venir à ça. Parce que c'est vrai que les cas, quand nous emmagasinons, que nous récupérons, que nous obtenons, certes de façon illicite, voire même dans la vie privée des gens, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle des preuves qui ne peuvent être utilisées, je dis bien sous condition. Pourquoi? Alors déjà, c'est dans le cadre du pénal. Là, c'est une chose qui est sûre. C'est l'article 427 du Code pénal qui nous dit que toute la preuve est libre. Quelle que soit la façon dont on obtient la preuve, bien entendu, on ne va pas égorger les gens pour les faire avouer, ça c'est certain. Mais quelle que soit la façon, le procédé, nous a distribué des gens, c'est recevable à partir où c'est le seul moyen de prouver la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Parce qu'on ne peut pas tout dire, c'est pour ça que là on met un frein par rapport à ce qu'on avait dit les jours précédents, parce qu'il y a une personne qui a fait une publication. Et dans cette publication, on nous entend dire qu'on est des voleurs, qu'on vole des dossiers, qu'on pique des trucs au tribunal. Je crois que c'est pas trop cool. Bon, maintenant c'est réglé. Je veux dire, ça a disparu vite fait. Juste pour dire que, comment on procède, on a aujourd'hui la possibilité d'acheter des micro-espions. C'est quoi un micro-espion? C'est un petit boîtier de rien du tout, qui fait 2 fois une puce téléphonique, où on met une puce téléphonique, on téléphone. Et dès qu'on a téléphoné à cette puce, on entend tout ce qui se passe dans la pièce où on a laissé traîner ce petit boîtier. C'est aussi des traceurs GPS qui sont aimantés, qu'on met sur les voitures, où on laisse partir les travailleurs sociaux rentrer chez eux, et après on sait exactement où ils habitent. C'est quoi? C'est aussi faire du courrier, piquer du courrier dans les boîtes aux lettres. Je ne vais pas dire plus de détails. Ça nous permet aussi d'avoir des informations, surtout avec les acteurs ou on va dire, les associations avec qui ils travaillent. Bien souvent, c'est là où on a le plus de choses. On a, par exemple, dans les mains des magistrats, quand ils demandent une mesure éducative, ou une AEME ou autre, donc ils envoient un courrier à l'association concernée. L'association concernée reçoit l'information, mais normalement, on se doit de faire une mesure sans trop de détails. Et là, on a la preuve que, par exemple, les magistrats mettent du détail dedans. Donc c'est comme si c'était une ligne de conduite pour les travailleurs sociaux concernés, c'est-à-dire les associations AEME et autres, comme des ordres à suivre, en gros. On a aussi, grâce à ces pièges, en plus d'avoir des preuves sur les malversations, on peut prouver qu'il y a beaucoup de déterminants de fonds. Par exemple, les locations de véhicules.
ça paraît bête, mais il y a des hauts responsables de la protection de l'enfance, en tout cas du domaine concerné, qui se font gracieusement mettre à disposition des véhicules qui sont payés par les associations sous forme détournée. On a des responsables qui reçoivent des factures qui font payer par l'aide sociale à l'enfance alors que ce sont des travaux effectués chez eux. On a par exemple un directeur dans le nord-ouest de la France qui a été piégé là-dessus, un directeur de la protection de l'enfance auprès du département, je dis bien, attention, pour presque 500 000 € de travaux effectués chez lui. On a des gens qui, pour faire plaisir, ou en tout cas pour enrichir la famille, les copains, les amis ou certains politiques, et des avocats entre autres aussi, achètent des maisons, ils louent ces maisons pour des visites médiatisées au département. Pourquoi? Parce que le département, il dit maintenant, les parents, ben tiens, c'est bien qu'ils accueillent leurs enfants en visite médiatisée pendant 1 heure, 2 heures ou 3, et qu'ils fassent de la cuisine pour leurs enfants, pour qu'ils mangent avec eux. Ça, c'est l'excuse. On mange jamais avec le gosse, on n'a pas le temps, la couleur, on le fait déjà. Mais ils achètent des baraques, et en l'espace de 8-10 ans, ces baraques sont amorties par la location du département. C'est ce qu'on appelle faire des cadeaux de façon détournée. Mais c'est devenu de plus en plus fréquent. Et c'est de belles baraques, attention, des belles villas. Moi, ma fille, où j'allais la voir, je peux vous garantir que la villa était super belle. Et puis au bout d'un temps, ces lieux d'accueil ou de rencontres de visite ne sont plus d'actualité parce que justement, ils ont soldé le prêt. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'a pas tous les moyens de dire, mais c'est pour expliquer comment tout cet argent est détourné et pourquoi aujourd'hui on a créé en tout cas une équipe de 7 ou 8 personnes qui font que du terrain, qui vont piéger ces endroits. Je vous donne un exemple. Les travailleurs sociaux, quand ils travaillent, comme tout le monde, ils n'ont pas le droit de fumer à l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont fumer à l'extérieur. Et bien souvent, ils ont un endroit précis où ils vont fumer. Donc on piège aussi ces endroits. On met des micros espions. Et ce qu'on y entend, c'est très intéressant. Je dis bien très intéressant. On a eu des informations qui nous disaient, par exemple, un parent qui devait avoir un dossier, la copie intégrale du dossier médical de son enfant. C'était très important parce qu'à travers ce dossier, on pouvait poursuivre certaines personnes, je dis bien. Ce n'est pas toujours que les travailleurs sociaux, hein, parce que les gens assimilent les travailleurs sociaux avec, par exemple, les associations qui font les lieux d'accueil de médiation. Ce ne sont pas des travailleurs sociaux. Ils ne dépendent pas de l'ASE. Ce sont des acteurs qui travaillent avec l'ASE. Donc, un exemple. La demande a été faite en bonne et due forme, mais comme on avait piégé l'établissement, on a eu l'information comme quoi que le jour du rendez-vous pris et accordé, parce qu'ils sont obligés de vous donner votre dossier, la copie intégrale du dossier médical, le jour prévu, ils avaient, eux, de leur côté, prévu en réunion conspiratoire, parce qu'ils appellent ça des réunions de synthèse tous les lundis matin, nous, on appelle ça des réunions conspiratoires. Donc ce fameux local a été piégé, ce fameux lundi matin, ils ont dit que je ne dirai pas le nom du médecin PMI, mais tiens, tu diras que on dira que tu étais malade, donc on annulera le rendez-vous et les parents n'auront pas le dossier. On a fait la main courante 8 jours avant. 8 jours avant, puisqu'on a eu l'information du tout. On a fait la main courante comme quoi que tel jour, à telle heure, on a un rendez-vous avec le médecin un tel et que ce rendez-vous sera annulé parce que le médecin, comme par hasard, tombera malade. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais on a eu aussi ce même genre de preuves dans notre petite boîte, concernant les magistrats, pour reporter des audiences. Parce que les éléments que les parents allaient apporter à l'audience étaient mis, on va dire, envoyés à la dernière minute, comme eux, ils savent le faire, les travailleurs sociaux, ils envoient leurs trucs à la dernière minute, comme ça on est coincés. Nous, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on envoie des éléments pour que le juge, on ait lecture avant l'audience, juste quelques temps avant l'audience. Mais on est obligé quand même de les envoyer au moins 10 jours à l'avance, contrairement aux travailleurs sociaux qui ne viennent pas les envoyer la veille, voire même le jour même. Enfin bref. Et on a eu, donc, entre autres, la même chose, on a fait main courante, comme quoi que tant de jours après, le magistrat annulera, comme à la surprise de tout le monde, l'audience parce qu'elle se portera souffrante. On est arrivé à prouver, on peut démontrer que jusque les magistrats jouent le jeu, pour permettre à l'ASE de contrer les éléments qu'on a donnés, puisqu'ils n'avaient pas eu le temps matériel de contrer ce qu'on avait. Et qu'est-ce qu'ils font pour contrer les éléments qu'on leur apporte? En général, ils font disparaître
la source qu'il y a dans le dossier. Donc le greffier, lui, va retirer du dossier des éléments qui vont disparaître. Je dis bien disparaître totalement. Et ça arrive dans beaucoup de procédures. Et ils vont jusqu'à, parce qu'ils font très attention, la différence qu'ils ont contrairement à nous, c'est qu'ils ont les moyens, ils vont jusqu'à retirer de tous les jugements qu'il y a eu, admettons si ça dure depuis 10 ans, de toutes les lectures, ils vont revoir toutes les lectures, et tout ce qu'ils pouvaient laisser, même ne serait-ce qu'une ligne ou un mot, en tant qu'il y avait 7 éléments dans le dossier, ils vont jusque-là retirer tout. Alors comment il fonctionne? On a une première page d'une décision, on a une dernière page de décision, et on a des pages intermédiaires. Et bien ces pages intermédiaires, elles sont reprises, elles sont réécrites, on fait supprimer les lignes qui dérangent, et on recrée à l'identique le même dossier. Et ça, ce sont les greffiers qui le font. Je dis bien les greffiers. Donc, c'est aussi une preuve que la justice, les greffiers, on va dire les travailleurs sociaux, les organismes qui travaillent avec, tout le monde est de mèche pour créer que des faux. Quand on parle de fraude d'écriture, il n'y a pas que des fraudes d'écriture, il y a ce que nous on appelle tout le temps, parce que pour nous un faux c'est une escroquerie, ça restera toujours de l'escroquerie au jugement. Tous les dossiers, je dis bien la quasi-totalité des dossiers qu'on a traités, si on avait eu des avocats qui voulaient bien donner la peine, des gendarmes qui voulaient bien prendre des peines en bonne et due forme, des procureurs qui voulaient bien suivre, il y aurait longtemps qu'on aurait pu dénoncer tout ça, il y aurait longtemps que ce problème n'existait pas, et il y aurait longtemps, je crois, que l'aide sociale à l'enfance aurait retrouvé ses lettres de noblesse. Parce qu'aujourd'hui, le combat qu'on mène, les choses qu'on fait depuis 5 ans, qui vont grandissant, qui vont de plus en plus, on va dire, dans le risque, parce qu'on a en 5 ans eu quand même 3 personnes du collectif qui ont fait de la prison. Il ne faut pas l'oublier. Oui, ça nous est arrivé. Et ils ont disparu. J'ai dit bien disparu par la force des choses parce que c'était même pas la peine. Alors là, on ne les voyait plus. Toute leur vie a été foutue en l'air. Et en fait, pourquoi j'ai un petit peu cette larme à l'œil, c'est parce qu'on est quelque part responsable de ça. On n'a pas su protéger ces gens-là. On n'a pas pensé qu'il fallait les protéger. Mais non, on se protège. Ces gens-là nous ont permis, avec les condamnations qu'ils ont eues, eux, de protéger tout ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si 2 personnes doivent aller en prison, elles sont là. Voilà, c'est tout simple. Hein. On sait, notre valise est prête. Ça, je le dis aussi, hein, c'est important de le préciser. On le sait. On n'a pas peur, mais comme le disait tout à l'heure Franck, et aussi, on l'a déjà dit Hélène plusieurs fois, il ne faut plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur. On est en prison depuis longtemps. 11 ans qu'on se bat pour rien. Stéphane, c'est beaucoup plus d'années derrière lui. 28 ans. Voilà. Ça a été une succession. Ça a commencé il y a 28 ans. Il y a eu ses enfants. Après, il y a eu ses petits-enfants. Tout le monde y est passé dans la famille. Et lui est encore dans le problème aujourd'hui. Avec sa dernière comme moi, parce qu'il est comme moi, c'est un papa qui est grand-père, qui a de l'âge et qui a une fille de 10 ans, Lucie, au passage. Hein. Et on a retrouvé, grâce au travail du collectif, on a retrouvé, alors c'était un placement secret, je vais dire secret, donc on n'était pas censé pouvoir la retrouver, on l'a retrouvé. On a retrouvé la première assistante familiale qui a pris en charge sa fille, qui a participé, parce qu'en fait, il faut comprendre aussi une chose, c'est que dès le départ, on ne vous met pas votre enfant chez n'importe qui. Quand vous êtes dans une mesure où on va vous escroquer, vraiment vous escroquer, c'est-à-dire qu'on vous l'a pris abusivement depuis le départ, on va vous mettre dans les mains de personnes qui sont déjà préparées, qui travaillent avec eux depuis longtemps, qui savent ce qu'ils ont à faire pendant tant de mois. C'est ce qui s'est passé avec ma fille et avec la sienne. C'est-à-dire que les 6 premiers mois, voire un petit peu plus, elles vont dans une famille d'accueil bien précise qui va apporter des éléments qu'il n'y avait pas au dossier. Lui, par exemple, l'assistant familial qui a accueilli sa fille, si tu permets, je peux le dire, a joué le jeu, et comme par hasard, la gosse, 8 mois après, alors elle n'a jamais dit, d'un coup d'un seul, ça lui vient à l'idée que ce monsieur qui est à côté de moi aurait touché son enfant et j'aurais été incestueux, voilà, je ne voulais pas dire non, parce que c'était un peu plus.
Et si on n'avait pas sorti ce dossier, on n'aurait pas appris que toute la famille est passée. Excusez-moi de faire un peu d'humour. Hein. 10 personnes ont été accusées de viol sur ma fille, dont ma grande fille, mon fils aîné et même mes petits-enfants, âgés du même âge que ma fille. Voilà. Et il a oublié aussi le chien. Même le chien. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, excusez-moi de faire de l'humour. Il faut qu'on dise ces choses. Même le chien y est passé, accusé de pédophilie. Et dans les éléments qu'on a sortis, et ça me tient à cœur, on a cet enfant qui, comme par hasard, dit que ça se passait quand son papa allait voir sa maman, parce qu'ils étaient séparés, ils ne vivaient pas avec la mère. Il profitait de la petite, et que sa mère ne disait rien, elle allait dans la pièce d'à côté. Sa mère a été accusée à un moment, la mère de l'enfant, excusez-moi, a été accusée à un moment donné des mêmes faits de pédophilie. Et pourquoi j'ai la larme à l'œil encore une fois? C'est parce que cette femme n'a pas supporté d'être accusée de la sorte. Et elle s'est suicidée. Donc on a des gens qui ont, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, tué la mère de sa fille. Par mensonge. Et c'est un crime puni par la loi. Quand on invente, qu'on accuse une personne d'un fait qu'il n'a pas commis, c'est déjà la révocation de cette personne et 15 000 € d'amende. Et ça peut aller jusqu'à 15 ans de prison. Donc, moi, je me permets de dire que l'assistante sociale qui s'est occupée de mon cas est une meurtrière, et j'en ai la preuve. Tous les papiers qu'elle a signés ont été signés par délégation. Elle portait plusieurs étiquettes, dont enquêtrice. C'est elle qui faisait les rapports. Dans ce même dossier, il a fallu qu'elle soit assistée par une personne qui a signé ces mêmes documents en 2018. Cette personne est inconnue au département. Nous avons fait des enquêtes. Nous avons demandé à la DRH pour essayer de retrouver cette personne. Personne, absolument, personne ne l'a connue. Je veux avoir des visites, je veux déjà aussi apprendre à la connaître, parce qu'on ne connaît plus nos enfants. On ne connaît plus nos enfants. On ne peut pas jouer les copains et dire « Ah, je suis le père ». Ah ben oui, je suis le père. Mais non, on ne connaît pas nos enfants, comme eux ne nous connaissent pas. Donc il a demandé, c'est pas... On a été jusqu'au département, où on a accédé à la direction de la protection de l'enfance, au département de la Gironde. Il a dit, tout ce que je veux, c'est pas vous faire la guerre, c'est que le retour de mon enfant se fasse intelligemment, que j'apprenne à la connaître, que je fasse sa chambre, c'est moi qui dors dedans en ce moment, la chambre de sa fille, je veux savoir qu'est-ce qu'elle veut pour sa chambre, quelles sont ses couleurs, qu'est-ce qu'elle aimerait bien, quelles sont ses goûts, enfin, même si elle a 10 ans, mais comme par exemple, je sais pas comment de dire ça. connaître son enfant, c'est tout simple. Et pendant 4 ans et demi qu'elle a été mise au secret, je pensais qu'on allait au moins me donner la permission de l'avoir au téléphone. J'ai eu droit à 2 photos de ma fille en ouvrant ses cadeaux de Noël 15 jours après que je les lui amenés. C'est une honte. On m'envoie un courrier. On pense qu'on peut recréer le lien. Même là, ce lien, il est interrompu. On écrit un courrier pour son enfant. C'est pire qu'en prison. Il est lu par la référente. Et il est mis à disposition de l'enfant que quand la référente va voir l'enfant. Ce qui fait que si on écrit 9 courriers dans le mois pour recréer ce lien, il ne lui est remis qu'en une fois. Et en plus, après ouverture du courrier. Donc ça veut dire que s'il y a un courrier qui est un petit peu trop gentil, un petit peu trop aimable, on demande un petit quelque chose, il n'est pas donné à l'enfant. C'est pire qu'en prison. Oui, donc ça, il a eu droit à 2 photos. 2 photos quasiment identiques, hein, je dis bien quasiment identiques, c'est-à-dire il y a juste peut-être le faciès qui a un petit peu le profil qui a un petit peu de côté. C'est-à-dire qu'on ne lui a même pas donné le droit de voir sa chambre, par exemple.
dans quelle chambre, comment est sa chambre. Bon, elle était devant un bureau avec un des grands cadeaux qu'il lui a offert sur son bureau. Et il a eu droit à 2 photos en presque 5 ans donc, de placement, parce qu'il a gagné, parce qu'ils ont été déboutés. Autrement, et parce qu'on a insisté, on a dû aller jusqu'à la direction de la protection de l'enfance au département pour exiger qu'il ait au moins un minimum de sa fille, au moins des photos. Au moins des photos. Le département a réagi par la force des choses, puisqu'on a rencontré, on a été, pas foutre le bordel, mais presque. Presque, parce on a fait toutes les chambres du département jusqu'à la chambre des élus. Voilà. Personne ne nous a ouvert les portes. Donc on a réussi à obtenir, il a réussi à obtenir 2 petites malheureuses photos. Je ne vous dis pas quand il les a reçues, toutes les larmes qu'il a dû verser. Et surtout, et c'est ça qu'il faut aussi comprendre, c'est que nos enfants ne sont pas, non pas que des parents, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Les frères et sœurs de Lucie, ce n'est pas des petits enfants quand même, ce sont des adultes qui ont des enfants. Je dis bien qui ont des enfants. Quand eux ont vu aussi ces 2 photos, j'aimerais tellement avoir, comment dire ça, ces images, voir ces images. Comment, il n'y a plus rien qui se dit, il n'y a même pas de mots qui sortent quand ils voient ces photos. Ça dure quelques minutes, on a l'impression que ça dure 1 heure. Et puis tout d'un coup, il y a cette expression commune qui fait que qu'est-ce qu'elle est belle. Excusez-moi, on a tous vécu ça, hein. C'est pas nouveau ce que vous me dites. Donc, on le sait, on le dit. Donc la question n'est pas là, donc chacun raconte son histoire. J'en suis désolé. Je raconte pas mon histoire. Je sais, vous racontez la sienne, mais on a tous la même. C'est pas la question que je suis en train de vous dire. Tout ce que je vais vous dire, ce que vous nous dites, ça nous fait mal aussi. On peut continuer à se faire mal, c'est pas la question. On voit une chose dans ce qui se passe là, c'est que le seul qui a le moyen, le devoir, et passer son pouvoir, c'est son devoir. Parce qu'il est payé par ça. Il faut savoir que l'ASE, c'est nos impôts. Donc tout ce système-là, c'est tout. On est d'accord. Mais alors, c'est qui décide? C'est pas eux, c'est pas nous. C'est un juge qui a le pouvoir de dire oui ou non. Comme le juge est au courant, c'est le seul responsable. Parce que les policiers, les forces de l'ordre ou ces ASE sont que c'est lui qui décide. On est d'accord ou pas? Je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors là, il faudrait en débattre beaucoup plus longtemps parce qu'il faudrait expliquer le système de fonctionnement et comment on appelle les missions. Voilà, ce sont les missions qui ont été données par le gouvernement à la protection de l'enfance. On est d'accord. D'accord. On est d'accord. On parle pas de ça, nous. Je suis d'accord. Non, mais votre travail que vous avez fait, c'est très bien. Moi, je vous tire mon chapeau. Parce que si on veut parler de ça, n'importe une solution magique. On aimerait bien avoir cette solution magique. Mais on se confronte à une administration qui est cruelle et qui n'entend rien. Je comprends tous ces parents qui voudraient que l'on retrouve leur gosse, mais il faudrait que l'on soit unis tous pour arriver à le faire. On se bat tous avec nos dossiers personnels, personne n'y arrive. C'est un combat, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aussi, c'est un combat contre une administration qui fait un rouleau compresseur. Chacun engage des démarches, nous avons fait des milliers de kilomètres pour défendre, soutenir des victimes. On n'y est jamais arrivé. On y est allé avec des banderoles, on est resté devant des portes à faire la grève de la paix. Ça n'a jamais porté ses fruits. Pour quelle raison? Il faut aller beaucoup plus loin. Après, je voudrais apporter quand même un petit message de soutien. D'accord. Ok. Juste pour terminer, pour revenir là où on était en train de développer, parce qu'on a développé certes un peu dans l'histoire personnelle, mais ce qu'on voulait expliquer par là, c'est que le travail qu'on fait, justement, c'est ça. C'est aller chercher les preuves, c'est des enquêtes de terrain, c'est retrouver les enfants qui sont placés secrets, comme sa fille. On sait où elle habite depuis plus d'1 an maintenant. On sait où elle est, et pourtant c'est un placement secret. Eux, ils ne savent pas qu'on sait tout. On a respecté le cadre.
Le fait de respecter le cadre, nous, déjà, ça nous protège, mais de notre côté, ça nous ouvre des portes sur la possibilité de prouver que ces gens sont tout le temps dans le mensonge, font des choses qu'ils ne devraient pas faire, entre autres. Je dis bien. Et surtout qu'amener une photo, ce que les services sociaux ont fait pour moi depuis 4 ans. Quand nous, on fait un travail, qu'on arrive à avoir une photo de vivant d'un enfant, qu'on le présente à un parent, croyez-moi, c'est un an de bonheur qu'on lui apporte de voir son enfant vivant, en train de bouger, être actif, alors qu'il n'a plus de nouvelles de lui. C'est réconfortant. C'est pas grand-chose pour certains, mais c'est énorme pour des parents qui ne voyaient pas leur enfant. Voilà. Donc, dans le développement, comme moi j'ai l'habitude de faire, on était à la photo de CEPAL. Pourquoi j'en étais venu jusque-là? Tout simplement parce qu'on a aidé des parents qui n'avaient pas le droit de voir leurs enfants, qui étaient en placement secret, qui n'avaient depuis des années plus le moindre contact, la moindre photo d'eux-mêmes. On a aussi fait ça, c'est-à-dire qu'on a retrouvé ces enfants, on les a filmés, on les a photographiés, on a même été discuter quelque peu avec eux à l'école, pour que les parents aient chez eux au moins tout ça, tout ce bonheur que cette banale en voyant ces 2 photos. Certes, on a été un peu long sur l'explication, mais c'est pas que prouver que la jeune triche, c'est aussi prouver qu'il y a des souffrances et qu'on se doit aussi du travail qu'on fait avec les espionnages qu'on fait, de ramener aussi à des parents des choses qu'ils n'auront jamais, peut-être même jamais de l'hiver, comme Sandrine avec sa fille qu'elle ne voit plus depuis 2 ans et demi. Nous, on est capable de retrouver sa fille. C'est ce que je voulais dire aussi, de lui ramener des images et voire même de nous assurer.